Monsieur Psaïs, bonjour. Bonjour. Laurent Psaïs, excuse-moi, j'ai écorché ton prénom. Qui es-tu? Qui je suis? Je m'appelle Laurent Psalis, j'ai 25 ans. Ouais. Je sors jeune d'école de entrepreneur commerce. ambitieux. Voilà, je sors d'école de commerce et je lance mes petits projets. Petit dont projet. celui de Circular qui est plus trop un petit projet, puis il commence à prendre. Ouais. Effectivement, Ouais. J'ai vu ça. Alors, on va forcément rentrer dans les détails parce que la tech, les objets connectés, la technologie autour des batteries, la santé, tout ça, évidemment, il y a pléthore de choses à dire. Mais, avant ça, en plus, c'est intéressant, tu es la première personne, on va dire le mec qui est encore dans sa vingtaine, que j'interviewe. Et donc, on peut dire que tu es assez représentatif à ce titre-là de la jeune génération start-up ambitieuse. Je vais pas t'insulter en disant que tu veux devenir le prochain Mark Zuckerberg, parce que c'est pas ce que je considère comme un compliment. Mais en tout cas, on va commencer par un compliment, ça fait plaisir de voir des gens et des jeunes qui se bougent. Merci. Alors qu'à mon âge... Ouais. Alors, d'où viens-tu? Du coup, moi je suis né en Île-de-France. Où Et ça? j'habite Bourg-la-Reine, plus précisément. Et j'ai habité à Paris à peu près toute ma vie. Quand est-ce que t'as quitté Bourg-la-Reine pour t'installer à Paris? Dans ce magnifique quartier qu'est le 15e? Je ne saurais même pas te dire. Vers 1 an, peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. T'as pas de souvenir plus précis de quand t'avais 1 ou 2 ans? Non. Ok. Désolé. Pas de souci. Donc d'accord, assez vite t'as suivi. Bon, tes parents se sont installés donc dans le 15e, tu dis, et t'es toujours resté ici. Ouais, toujours le même appartement. Alright. Alors le cheminement, parce qu'on va pas tout de suite faire le saut vers l'étape entrepreneuriale. J'imagine que des choses comme ça, je veux dire, t'aurais pu décider d'être quelqu'un de bien et faire médecine ou avocat, ou devenir avocat. Parce qu'entrepreneur, c'est pas quelqu'un de bien. Ah, je le vis très mal chaque jour, tu sais. Ok. Comment ça s'est goupillé? Est-ce qu'il y a des goûts, des passions particulières qui sont dessinées pendant Pendant ma jeunesse? ta jeunesse, on va dire? Même pas vraiment. En fait, pour tout te dire, donc j'ai fait une école de commerce à l'ESCE, donc Paris 15e. On reste dans le 15e. Elle est où, redis-moi? Bir Hakeim. C'est ça, c'est rattaché au pôle Léonard de Vinci? Alors avant c'était Léonard de Vinci et ça a bougé à Bir Hakeim. Donc il y a aussi une école d'ingénieur à côté, etc. Oui. Et moi j'étais parti en mode finance. Donc le truc qui a rien à voir, j'ai fait mes stages en finance et je sais pas, je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas vraiment ce que je voulais faire. T'as fait quel bac avant ça? S. Et est-ce qu'il a été question à un moment de t'orienter vers des études plus scientifiques? Quand j'étais en S, j'étais du coup à Jean-Baptiste C dans le 16e. École très, pas dire élitiste, mais il te pousse à faire des choses plutôt scientifiques, plutôt high level prépa et tout. Mais moi c'était pas trop mon truc. Il y a une prépa, Jean-Baptiste, qui est... Ouais, il y en a une aussi là-bas. Qui est réputée? Ouais, je crois que c'est la meilleure en PTSI. Ok. Et non, moi du coup je voulais pas trop faire ça. Du coup je suis parti sur une école de commerce, c'est classique. Et par élimination ou t'avais une petite idée derrière la tête? Non, je savais que moi j'étais dans le relationnel, le commerce, tout ça. Voilà, quand tu sors du bac, tu sais pas vraiment si c'est vraiment ça que tu veux faire, mais ça ouvrait plein de portes et c'était très généraliste, donc c'était cool pour moi. T'avais rencontré déjà des gens qui t'avaient motivé à faire ça? Non, même pas. Des salons, je parlais un peu avec des étudiants, voir ce qu'ils faisaient. Je savais qu'ils faisaient beaucoup la fête aussi, c'était quelque chose qui était assez important. Tu t'es inscrit au bureau des élèves ou? Ouais, j'en ai même monté un. D'accord, donc là la fibre entrepreneuriale s'est vraiment manifestée. Ouais, ça a commencé vers la 3e année. Tout commence par l'alcool, les enfants. Tout commence par l'alcool. Mais ouais, BDE, après j'ai monté aussi ma marque de vêtements. Ensuite, c'est arrivé Circular. Tu vas un peu vite. À quel moment tu décides? Est-ce que t'as lancé la marque de vêtements pendant ouais. Que tu faisais le SCE? Les deux en fait, pendant le SCE. Comment ça s'est goupillé? Alors la marque de vêtements, c'était je l'ai fait avec du coup un pote qui est de l'extérieur de l'ESE, mais j'avais fait mon lycée avec lui à Jean-Baptiste Say, et on est devenus limite meilleurs potes. Et un jour, je sais pas, on voyait des casquettes et nous on adore les casquettes. On s'est dit putain, mais il y a pas cette casquette avec ce logo, viens on l'a fait. Ça a plu, on en a fait plein et du coup ça s'est transformé en marque de vêtements sur 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on a ça maintenant. Quand tu dis
que le problème que vous avez identifié au départ, c'était qu'il n'y avait pas quel logo sur les casquettes. Et en fait, de base, on voulait, C'était quoi l'opportunité on voulait un logo Uchiwa sur une casquette. Donc, je sais pas C'est quoi un logo Uchiwa? je sais pas si tu regardais Naruto à l'époque, mais c'est un des clans en fait. Et on voulait absolument ça. Et en fait, au début, on se l'est fait pour nous. On voulait même pas faire une marque ou n'importe quoi, juste pour nous. On l'a porté et ça plaisait. Du coup, on s'est dit qu'on allait le faire en 50 exemplaires. Après, on a essayé de le vendre, ça a marché. On en a fait une autre. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des problèmes au niveau des droits? Au début, enfin, en fait, non. On en a encore jamais eu. À part au moment où on vendait beaucoup aux États-Unis et là, on s'est fait tomber dessus. On a arrêté de vendre aux États-Unis. Mais en France, ça va. Donc vous avez pas de deal officiel avec Non. Naruto, vous faites votre truc? Non, ouais, et puis ça reste, c'est pas non plus, on n'est pas encore une multinationale. On n'est pas New Era, quoi, mais, pour le moment, ça passe. Est-ce que t'as pu mesurer l'ampleur du phénomène Naruto avec ça, ou est-ce que la plupart des gens, ou est-ce que beaucoup de clients achètent ça juste parce que ça a une bonne gueule et que t'es un bon commercial? Non, je pense que ils achètent le produit pour la même raison qu'on le voulait, c'était que ça parle à beaucoup de gens, c'est très communautaire, et c'est très, ça touche les gens, en fait, quand ils voient ça, ils se disent, je veux la même chose. Et on a un peu du coup surfé sur la vague, mais maintenant on essaie de se détacher de plus en plus de tout ce qui est animé, manga, etc. pour faire quelque chose de plus... créer vraiment une marque avec un univers, que la marque s'appelle Hustle Paris. Donc vraiment charbonner, le travail, réaliser ses rêves, voilà. C'est à peu près l'univers de la marque qu'on essaie d'établir. Ok, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme produit? On a fait des t-shirts, on a fait des hoodies, des sacoches. Et là, on est en train de travailler sur des tracksuits, genre un ensemble. Voilà. Comment tu t'y prends quand tu veux développer ça? Tu contactes qui? Tu fais quoi? Au début, c'est vrai que c'était dur. Donc, on a contacté en France, etc. On s'est rendu compte que, fallait soit beaucoup d'unités au minimum commandées. Ouais, d'accord, faire beaucoup de volume pour tirer les prix à la baisse, ou c'est... Non, même pas. Ils auraient pas fait les commandes, ils prenaient pas les commandes. Ils prennent pas les commandes. Okay. Si tu prends pas minimum du 200, 100, et avec des prix abusés. Quand tu parles de 200 et 100, à la rigueur, c'est plus raisonnable que ce à quoi je me serais attendu. Tu t'attendais à quoi? Alors, pour lancer ton affaire comme ça, si tu veux jauger, je peux comprendre que 200 ce soit déjà un bon échantillon. Si ça foire, il faut quand même trouver le moyen de l'écouler. Mais oui, je m'attendais à ce que tu me dises plus du... Parce qu'à savoir que Seul Paris, on l'a lancé avec 1500 euros. Ok. Donc ça aurait pu très vite crash en fait. C'est genre on commande nos premiers produits, ça se vend pas, voilà, fini. On avait plus d'argent. On a eu de la chance avec la publicité Facebook que ça prenne, ça a pris tout de suite et c'est ça qui a fait que du coup ça a pu être pérenne, on va dire, mais sinon. C'est Facebook qui a été le plus gros outil marketing? Ouais. Ok, donc publicité payante comme ça. Vous avez tenté des choses aussi, peut-être de la publicité gratuite, mais des influenceurs, vous-même des événements autour de la marque. Ouais, on a fait beaucoup de, comment dire, de ventes éphémères, on va dire, dans des endroits, des lieux, des soirées, des choses comme ça. Donc pour faire parler un peu de la marque, mais c'est pas non plus ce qui rapportait des ventes. C'était un peu plus pour que la visibilité, voilà. Est-ce que tu as pu mesurer l'impact, même indirect, de ce genre d'événement, ou est-ce que vous vous êtes dit à la fin ça sert à rien? Ouais, je pense que c'est un peu dit ça. Hein. Ouais. Et en fait, on a essayé de chercher aussi des distributeurs et tout ça, mais ça faisait pas non plus beaucoup de rentrées d'argent et même de visibilité. On s'est dit, mais depuis le début, on y arrive avec Internet, retournons sur Internet à fond. Et là, depuis quelques temps, on est encore, on se redirige vers des distributeurs, essayer de faire un peu revenir au physique un peu, parce que en vrai, c'est important. Et puis, sans ça, t'as pas de contact avec les gens, un peu relou. Tout faire sur Internet, je trouve. Donc, quels sont les quelques enseignements que tu aurais à tirer de cette première aventure quand tu te lances là-dedans avec la fleur au fusil? T'as pas beaucoup de budget, tu vas expérimenter différentes choses et tu dis qu'à la fin vous revenez à l'essentiel comme ça. Donc là par exemple tu parles du fait que le réseautage et la visibilité, pour le réseautage et la visibilité, ça paye pas, ça peut coûter éventuellement du temps, de l'argent et de l'énergie et pas forcément être plus efficace. Qu'est-ce que tu en retires? Est-ce qu'il y a quelques grands enseignements que tu retires déjà de cette première expérience? J'imagine que vous en avez parlé avec ton cofondateur. En fait, le truc, c'est que ça a été
c'est une aventure qui a fait des hauts et des bas, mais tout le temps, et même aujourd'hui. Comme je dis, on a commencé avec pas beaucoup d'argent, donc au début on était très très safe sur tout ce qu'on faisait. Si on savait que ça allait pas nous rapporter de l'argent, on le faisait pas. On sortait que des articles où on était limite sûr, donc on allait demander aux gens si ça leur plaisait, etc. On était limite sûr que ça allait plaire. Donc faire tester les échantillons et vous aviez pas de problème. Vous alliez chercher des personnes que vous connaissiez pas. Vous avez eu pas mal d'aide de l'entourage. Entourage surtout. Notre groupe d'amis. Et même maintenant avec Instagram, tu peux poser des questions, est-ce que vous kiffez ça ou pas, enfin voilà. Et puis il y a eu comme les bas, c'était plutôt trouver les fournisseurs, il y a toujours des mauvaises surprises à la production. Tu te retrouves avec 50 casquettes invendables. Quel genre de mauvaise surprise? Je sais pas, des visières décalées, des trucs comme ça, des trucs horribles. C'est fabriqué où? Du coup, au début, on voulait fabriquer en France. On n'a jamais trouvé des prix adéquats. Du coup, après, on est parti. On a trouvé une usine en Chine qui voulait bien nous faire 50 unités par 50 unités. Mais la qualité était pas ouf. Du coup, on a continué à prendre des contacts en Chine. Et aujourd'hui, on a une des meilleures usines qui fait des casquettes en Chine. Donc, c'est archi cool. La qualité est incroyable. Ok. Et pour les vêtements, on est parti dans un salon il y a quelques mois là. Un salon pour trouver des fournisseurs. On est tombé sur la pépite pour les vêtements. Fournisseur de très grosses marques qui... Installé en Chine aussi? Ouais, c'est les Chinois. Qu'est-ce qui a été considéré? Parce qu'en plus, là, tu me fais penser à pas mal de choses. Déjà, on parle souvent du Made in France, et l'une des difficultés, l'un des principaux enjeux, étant de rendre le Made in France rentable. Et de sortir de la casquette qui est nécessairement premium, le slip français, je crois Asphalt aussi, même si peut-être que je dis une bêtise concernant Asphalt. Mais voilà, il y a quelques marques aujourd'hui qui peuvent se targuer, enfin, dont l'argument de vente principal, ça reste le cocorico et la relocalisation. Pas facile à dire. Et qu'est-ce que t'as vu, justement? Tu dis, c'était pas... Typiquement, pour 50 par 50, c'était pas gérable de faire du Made in France. Est-ce que c'était très difficilement gérable? Est-ce que c'était presque gérable? Est-ce que si vous passiez à d'un peu plus gros volume, c'était abordable? Pour nous, en vrai, c'était ingérable. Genre vraiment. Je pense, on a essayé, on a contacté mais tout le monde, presque vraiment tous les ateliers qui voulaient bien nous répondre et quand tu fais les comptes, c'est pas possible, soit faut vendre la casquette à 40 € et nous on sentait pas de la vendre à 40 €. Elle est à combien? Là, elle est à 29, au début elle était à 25, on l'a montée à 29. Ouais. Donc ça reste abordable. Ouais, il y a une symbolique quand même derrière. Et monter au-dessus, c'est pas trop l'univers de marque qu'on souhaite. Donc ça aurait été à 40 si vous aviez fait ça. Ouais. Ok, donc et vous auriez été toujours bénéficiaire quand même sur les 40. Ou vous auriez à peine ça aurait été quoi votre marge typiquement? Vous auriez la même marge? La même marge et si les process sont plus complexes parce que là-bas on a une usine qui fait de tout de A à Z et en France fallait créer la casquette à un endroit, l'envoyer autre part pour faire les broderies. Après à l'intérieur, nous on fait des poches secrètes à l'intérieur de la casquette. Là aussi il faut une autre. C'était trop compliqué. Donc pour nos amis, la prochaine fois que vous raquettez quelqu'un qui porte une casquette de cette marque-là, de Hustle, vous saurez où aller chercher les petits billets qui sont planqués. Et est-ce que tu vois par exemple là-dedans, je me dis deux choses. La première, c'est que si tu me dis que pour conserver les mêmes marges, vous auriez dû passer à 40, bon, je me dis de 30 à 40, c'est pas limite l'ordre de grandeur supplémentaire auquel je me serais attendu quand on dit que c'est absolument terrible de faire du Made in France versus du Made in China. Peut-être que c'est un truc qui a évolué aussi et que accessoirement c'est plus cher qu'avant de faire fabriquer en Chine. Donc ça, limite avec un petit peu de travail, marketing et un petit ajustement pour que ce soit un peu plus premium, ça te semble abordable quand même de faire du Made in France? Ouais, je pense que ça nous semble abordable et puis de toute façon c'est ce sur quoi on tend. Vraiment on essaye d'à chaque fois de rapatrier de la production en France, par exemple pour les t-shirts ou des choses comme ça, mais que quand c'est possible quoi, parce que pour le moment on n'a pas non plus assez d'argent pour vraiment taper médiatiquement et je pense qu'il faut quand même une bonne force de frappe si tu veux faire du Made in France. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il y a, au-delà du problème de du coût de la main-d'œuvre, forcément, bon, t'es en France, il y a plus d'avantages sociaux, ça coûte plus cher de faire travailler les gens. Est-ce que tu penses quand même qu'il y a un grand espace, ou un petit espace d'ailleurs, pour l'optimisation? Tu dis, typiquement, il fallait qu'on fasse la broderie à tel endroit, fabriquer tel autre truc à tel autre endroit, comme ça. Est-ce qu'il y a un marché, tu penses, en France, qui permettrait d'optimiser tout ça, même en restant respectueux des avantages, des salaires moyens français et des avantages? Est-ce que t'as vu, étant toi
toi-même demandeur de ce genre de service, tu dis en Chine tout est centralisé. Qu'est-ce que tu en dirais concernant la France? Mais moi, je pense que c'est possible, mais ça, comme je te dis, ça revient toujours au volume et à l'argent que tu mets, parce que bien sûr que ça existe, il y a des endroits où ils font tout centraliser et où ils payent bien les gens, etc. Mais c'est pas pour nous. Pour le moment, c'est pas encore pour nous. Okay. Mais oui, en fait, c'est juste que ces gens-là nous ont juste pas répondu parce que ça leur intéresse pas pour le moment. Mais une fois qu'on aura le capital pour subvenir à toutes ces dépenses-là, ils vont nous accepter. Et oui, bah, voilà. Si une start-up française se lançait dans la fabrication de prêt-à-porter bien centralisé et réussissait à baisser un petit peu les coûts. Ouais, en vrai, il y a des gens qui font en fait dans l'industrie textile, je me rends compte qu'il y a des gens qui font les choses bien mieux que moi, qui font tout biodégradable en France, etc., etc. Mais après, là la galère d'essayer de vendre des t-shirts à 60 €. Faut tout de suite aller voir des distributeurs, des BHV qui veulent bien te distribuer, parce que si tu fais ça sur Internet, ça commence à devenir compliqué de se faire connaître et sur Internet, les gens touchent pas le matériau et ils vont voir à côté, je sais pas, Wish qui leur vend un truc typiquement nos casquettes, elles sont vendues, elles ont été copiées par les Chinois. Maintenant, ça se revend à 3 €, tu vois. Ouais, d'accord. Les mêmes. Il y a juste pas la pochette à l'intérieur, écrit Seul Paris et tout, mais c'est les mêmes. Et est-ce que c'est là que tu peux dire que t'as réussi ton entreprise le jour où t'es copié par les Chinois? Non, ça fait mal quand même. Ouais, non, c'est horrible. Je sais pas, ils ont des espèces de logiciels qui arrivent à sourcer le trafic de ce qui marche et ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Tu peux pas échapper à ça. Dès que t'as un truc qui fait un petit peu de trafic, ils vont s'y intéresser. Et ils vont le tester. Ça leur coûte pas beaucoup d'argent de tester. Si ça marche pour eux. Voilà. Bon, j'imagine que si c'est une problématique pour toi, c'en est pour beaucoup de monde. Ah ouais, non, mais qu'est-ce qu'il y a comme parade contre ça? Ou des parades sur lesquelles on travaille en ce moment? Bah, en vrai, dans le textile, c'est archi compliqué parce que tout est, enfin, soit t'as une pièce qui est avec beaucoup de détails, des matériaux très spécifiques et que c'est dur à copier. Mais si quand tu fais des choses de basiques, des choses très très basiques, franchement, tu te fais copier en 2 secondes et les gens, en vrai, il y en a qui sont pas soucieux d'avoir du vrai ou du faux. Enfin, voilà. Après, c'est chacun. Je sais même pas quoi dire. C'est chacun comment il voit la chose et tu peux pas y échapper dans le textile, je pense. Je vois qu'il y a des startups qui se développent pour essayer d'authentifier des pièces, mettre des espèces de barcodes qui vont dire que ça va être vrai ou faux. Mais encore ça, c'est des coûts en plus. Et puis, est-ce que les gens vont vraiment, est-ce que c'est vraiment une considération? Une considération que les gens ont, je sais pas. Puisque, de toute façon, après, on va parler de circulaire, donc forcément, t'as un pied dans le textile, le prêt-à-porter, et l'import-export, l'autre dans circulaire, dont on va parler aussi. Typiquement, si tu parles de circulaire, c'est forcément, donc si tu parles d'un objet connecté, tu parles de protection des données, tu parles j'allais dire de traçabilité, mais en fait, surtout de protection des données. Que penses-tu, même si c'est probablement l'un des buzzwords les plus abusés de ces 2 dernières années. Que penses-tu de la blockchain, par exemple, ou en tout cas des technologies qui graviteraient, qui seraient à peu près de même nature, et quel intérêt ça aurait pour toi, typiquement? Tu dis, on parle souvent de la blockchain comme étant un outil de traçabilité ultime, et si c'est inviolable, je saurais même te dire d'où vient ta mandarine, et je peux m'assurer qu'elle vient de là. Après, exactement comment ça fonctionnerait, je suis pas tout à fait sûr, mais est-ce que ce sont des problématiques que tu as étudiées et qu'est-ce que tu aurais à dire sur le sujet? Ouais, moi la blockchain, je trouve que c'est une technologie qui est en vrai incroyable et qui est un peu game changer et qui a plein d'applications dans plein de domaines différents. Et en vrai, notamment dans la traçabilité, comme tu le dis, ça commence déjà à avoir des applications. Et franchement, si il y en a qui mettent ça en place pour l'industrie textile ou même autre chose et que ce soit vraiment bien foutu, bien tourné, pourquoi pas. Mais en vrai, oui, la technologie blockchain, pour moi, c'est incroyable et de toute façon, il va y avoir plein de métiers qui vont se créer grâce à ça, plein d'industries et je pense que même avec les crypto-monnaies et tout, moi, j'ai été tout de suite très intéressé dès que c'est sorti. Bon, j'ai pas investi dedans, hein, mais je regardais le truc. Et aujourd'hui, t'es obligé de travailler pour vivre. Ouais. J'ai eu un petit avant-goût de cette folie avec mes actions Tesla récemment, quand ça a quadruplé en l'espace de 2 mois. Je me suis dit, on devient fou, effectivement. Non, j'ai acheté à
à peu près à 220, et effectivement, quand tu vois que le truc, en l'espace de quelques mois pique et que tu te retrouves à quasiment 1000, là, je savais que c'était déjà le cas, mais t'as un petit avant-goût des leviers psychologiques, et tu te dis, qu'est-ce que ça a dû être pour la frénésie, enfin, c'est de l'ordre, vu les niveaux, c'était à peu près de l'ordre de ce que ça a été pour le Bitcoin, et donc tu te dis, effectivement, faut faire vraiment gaffe, parce que dans ces moments-là, tu te dis, ah, attends, j'hypothèque ma baraque, j'en achète plus, ça va continuer de monter, donc faut savoir se mesurer. Bitcoin, en plus, c'était pire, hein, mais bon. Mais Bitcoin, c'était pire? Ouais, c'était pire. Ouais, bon, raison de plus. Mais comment tu t'es intéressé à la blockchain, par exemple? Qu'est-ce que t'en as vu? À quel point t'as étudié le sujet? En fait, il y a 3 ans, j'ai commencé à m'intéresser énormément à tout ce qui était de 1 crypto-monnaie et de 2 blockchain. Donc au tout début, ça a commencé par le Bitcoin, essayer de le comprendre et essayer de comprendre la technologie blockchain derrière. Et ensuite, je suis parti sur ce qu'on appelle des altcoins, qui sont des monnaies qui dérivent soit de l'Ether, soit du Bitcoin. Ouais, j'allais dire Ethereum, ouais. Mais c'est les noms que j'ai en tête, mais je sais pas forcément tellement ce que ça représente. Litecoin et tout, maintenant il y en a plein. Et le truc, c'est que quand tu vas dans les altcoins, t'as des monnaies qui sont spécifiques à un autre projet, en fait. Cette monnaie, en l'utilisant, tu vas aider à, je sais pas, genre à générer du profit pour un autre projet. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, la blockchain, elle intervient dans plein d'applications. Et ça va être des trucs qui vont être en rapport avec l'IoT, par exemple, avec IOTA, la monnaie IOTA. Même, par exemple, des trucs tout bêtes, mais des plateformes de streaming qui marchent avec une monnaie bien précise qui tourne dans une blockchain. Et je me suis dit, en fait, ouais, c'est pas que la monnaie, c'est pas que les choses qu'on entend chez les médias. Et je pense qu'il y a plein d'applications. Mais voilà, enfin, ça a été une bulle, elle a un peu explosé. Et maintenant, je pense qu'il faut du temps pour que, voilà, que ça commence vraiment à s'adopter. À quoi ressemblerait l'application de la blockchain à la traçabilité? J'essaie de comprendre la chaîne depuis le producteur, depuis, je sais pas, le mec qui te fait ton tissu, jusqu'au produit fini. Ça se situerait où dans la chaîne? En fait, je pense que ça se situerait tout à la fin de la chaîne. Je sais pas trop sous quelle forme. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut que tout le réseau accepte que cette pièce soit réelle. Donc, il faudrait un espèce de consortium qui le rentre dans la blockchain et que du coup, dans toutes les chaînes de tout le monde, il y ait bien écrit que ce produit soit réel. Et je sais pas comment. Enfin, en fait, je pense qu'il y a déjà des applications que ça se fait déjà, mais j'ai pas les connaissances. J'ai pas les connaissances assez développées pour t'expliquer en vrai comment ça marcherait. Puis j'ai jamais vu en vrai comment ça marche, donc d'accord. Je sais pas. Affaire à suivre. Mais si quelqu'un voulait bien mettre en place une solution de traçabilité qui te facilite la vie, tu es... Ouais, je suis preneur, et puis moi en vrai je suis petit et c'est pas non plus... On est encore une petite marque, mais je pense que tous les Louis Vuitton, etc., c'est sur quoi ils travaillent en ce moment. Ouais. Quand tu vas dans les salons, Vivatech, etc., il y a déjà des gens qui travaillent dessus, et ouais. Est-ce que, puisque tu parlais de l'intérêt d'être face au produit, de pouvoir le toucher, est-ce que tu as un intérêt particulier pour les outils de modélisation 3D, d'essai par exemple ce qui a été mis en place, il me semble, par H&M, et d'autres ont testé ça, tu sais, tu prends la photo de ton corps et tu compares, enfin t'as une projection de ce que donnerait le produit sur toi. Est-ce que c'est des choses auxquelles tu t'es intéressé? Ouais, moi je trouve ça archi cool. Après je m'y suis pas non plus intéressé énormément, et parce que j'y vois toujours pas une application facile avec mes produits, mais quand je vois ce qu'on peut faire, et puis je pense que c'est encore en développement, mais c'est vraiment incroyable. Et même l'autre jour, j'avais vu une application où tu te regardais dans ton portable et il te changeait ta coupe de cheveux en réalité virtuelle. C'était pas Snapchat. C'était pas Snapchat, mais le réalisme était incroyable. Quand je te dis que c'est incroyable, c'est vraiment, t'as l'impression que c'était vrais cheveux. C'est pas un espèce de filtre bizarre qui va te changer ton visage en même temps à moitié. Non, c'était vraiment super réaliste, et je me suis dit waouh, c'est ouf. Ouais, on y va. Là, effectivement, on rentre dans l'ère des deepfakes de toute façon, et ça va être de plus en plus. Enfin, ça, après, c'est l'un des grands débats, et on pourrait en parler pendant des heures. Mais qu'est-ce qui me prouve que t'es là vraiment assis sur ce canapé? Je sais pas. Et inversement, donc on va être obligé être obligé de se faire confiance. Comment ça s'est goupillé pour Circular? Alors Circular, j'étais en école de commerce en 3e année, je crois, et il
du coup, il y a Amaury Cosman, qui est aujourd'hui le directeur de Circular, qui était dans ma même classe. On a toujours été dans la même classe pendant les 5 ans. Et on discutait, je sais pas, je sais même pas comment c'est venu, mais on discutait de projets, un peu des rêveurs en classe. Et on discutait de projets, et c'est avec lui aussi que j'ai monté le BDE, et qu'on a fait un peu. Donc j'ai appris à le connaître comme ça et à voir un peu comment il est, parce que c'est toujours important d'avoir, de matcher avec les personnes. Je pense que c'est le plus important avant un projet en soi. Et Comme à l'époque des Vikings, faut d'abord trinquer un bon coup, une petite soirée, voilà, histoire de tâter un petit peu la personnalité de la personne en face. Oui, mais d'ailleurs, je t'arrête un petit peu là-dessus. Ouais, j'imagine que c'est arrivé peut-être trop peu de fois pour que tu puisses faire de grandes généralités, mais décider de se lancer en business avec quelqu'un, c'est quand même un sacré cap à franchir. Il y a une vraie prise de risque, il y a des enjeux qui sont financiers. Comment t'abordes le truc? Bah, en fait, je me rends compte maintenant. Mais à l'époque, je me rendais vraiment pas compte. C'était tu veux faire un projet, on est potes, vas-y, let's go. Et après 3 ans de Hustle Paris et 3 ans de Circular, et puis même là, on va recruter. Du coup, c'est vraiment des questions qui commencent. J'y pense et je me dis que en fait, fallait pas prendre ça à la légère. C'est de la team, c'est super important. Faut une bonne entente, sinon c'est mort d'avance en fait. Et ouais, du coup, je suis en train de travailler sur ça en ce moment pour recruter, là, dans le mois prochain. Donc, là, vous êtes combien? Là, on est 4 dans l'équipe en interne. Et on aimerait monter jusqu'à 8. Ok, donc techniquement doubler les effectifs. Ouais. Et ouais, on verra ce que ça donne. Oui, excusez-moi, j'ai voulu impressionner tout le monde avec mes talents de calcul mental, mais c'était peut-être pas nécessaire. Et donc là, comment tu l'aborderais? Parce qu'en plus, l'une des premières interviews que j'ai faites, c'était avec Eugénie Chaltiel, qui est CEO d'un cabinet de recrutement spécialisé dans la tech, et donc on avait pu parler un petit peu de sa sauce, de sa manière de procéder, de ses algorithmes, comment trouver les bons profils, comment définir les besoins de ses clients, qui très souvent sont des startups de la tech, justement. Et donc toi, typiquement, si aujourd'hui tu devais un petit peu systématiser la chose, tu dis bon les mecs, on va faire rentrer, on va être 2 fois plus nombreux dans la boucle. Donc c'est quoi les critères? Est-ce que t'as posé un système réfléchi? Alors on n'a pas encore de système établi parce que je suis en train de travailler dessus, mais le truc qui est compliqué avec notre recrutement, c'est que on a besoin de gens archi qualifiés, qui ont déjà de l'expérience, et nous on est encore une petite start-up sans grand fond et stabilité. Ouais. Et le truc c'est qu'il faut réussir à les attirer et leur dire restez. Donc va y avoir un peu d'intéressement, va y avoir plein de choses, mais la deuxième problématique c'est aussi comment moi, qui viens d'école de commerce, ou même Adiaza qui est CTO mais il est dans l'électronique, et on a aussi un data scientist, mais comment savoir que, je sais pas, le développeur app qu'on veut recruter est super bien. Et voilà, c'est des choses, recruter dans quelque chose, dans un domaine que tu ne connais pas, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Donc ouais, les agences, etc., ça peut être pas mal pour ça aussi, parce qu'elles ont l'expérience, mais j'ai un peu un problème aussi avec les agences, c'est que j'aime pas qu'on choisisse avec qui je vais travailler à ma place. Donc je sais pas, on y réfléchit. Pour le moment, il y a pas vraiment de grand plan. Je pense que je vais me faire aider de gens qui s'y connaissent dans le métier. Je vais les faire venir à l'entretien et on réfléchit aussi à faire des tests un peu. Leur demander de faire quelque chose pour voir vraiment leur s'ils arrivent à le faire et faire des choses basiques mais dans leur métier. Et voilà, on aimerait ne pas se tromper parce qu'en fait on a déjà recruté, il y a déjà eu 3-4 personnes qui sont rentrées dans l'équipe et à chaque fois ça le faisait pas trop. Donc voilà. On veut des noms. Non, je déconne. Donc voilà, on va essayer d'éviter ça, surtout que là on rentre dans 6 mois qui vont être archi speed et on va essayer d'éviter des erreurs de recrutement quoi. Alors on parlera de ces 6 mois ensuite, mais là de toute façon je suis en train d'aller dans tous les sens concernant ma chronologie, donc je suis complètement perturbé. Non, néanmoins, l'un des aspects les plus décriés de notre époque start-up, c'est la tendance frénétique à la levée de fonds, y compris soit quand il n'y a pas vraiment de fonds, quoi. C'est-à-dire t'as des VCs qui veulent tellement tomber sur la prochaine licorne que ils vont, t'as l'impression parfois qu'il pleut des millions d'euros ou en tout cas des millions de dollars et génération station F. Et souvent quand tu creuses le truc, tu te dis soit le produit en fait, soit c'est du pur gadget, soit le produit est bien mais le marché, enfin la monétisation de la chose va pas être évidente. Et j'ai l'impression à ce que tu me dis
Alors, deux choses. Soit, de toute façon, c'est pas comme s'il y avait un gros VC qui avait proposé de te faire un gros chèque ou que vous aviez prévu de faire une grosse levée de fonds. Soit, t'as quand même une appétence certaine pour la frugalité et la réserve et on teste et tu préférerais limite grandir moins vite mais t'assurer d'avoir des bases plus solides plutôt que mais est-ce que je m'emballe? Est-ce que si demain je débarque et je te dis tiens 6 millions, fais-moi des merveilles, quelle est ton approche? Mon approche, en fait, elle était plus comme ta première partie de phrase, c'était que nous, on a tout de suite essayé de lever, en fait. Ok. Mais sans produit, sans traction, c'était archi compliqué. Ok. Donc on s'est pris des bâches et des bâches, à part une dizaine de VCs qui étaient en mode bon bah prouvez-moi que ça marche et après revenez nous voir. Du coup c'est ce qu'on a fait. Mhm. Nous on était sûr de notre produit, on s'est dit bon bah let's go, on va galérer, on va se faire aider de je sais pas de la BPI, Réseau Entreprendre, tous les petits trucs comme ça pour lever un peu de fonds et créer les cumuler. Voilà, créer nos prototypes et lancer un Kickstarter Mhm. pour leur prouver que ça marche. Et du coup c'est ce qu'on a fait. Mhm. Alors, ça a été une grande aventure? Alors, ça fait 3 ans qu'on travaille sur les prototypes, Mhm. à les développer, à aller voir des hôpitaux, des scientifiques, travailler les algorithmes, etc. Jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Et du coup, on a lancé le Kickstarter. Aujourd'hui, on a fait 200 000 euros en une vingtaine de jours. Donc ça passe. Et du coup, là, c'est bon, les VCs reviennent vers nous en mode, bon bah, Mhm. on va se faire un rendez-vous. Et c'est ce qu'on attendait et on en a besoin en fait parce que on est sur un marché qui est ultra compétitif. Faut arriver sur le Ouais. marché le plus rapidement possible. C'est la tech, ça évolue super rapidement. Et Ouais, comme pour tu nous, disais, il plus faut vite que la on force de avance. frappe soit Voilà. importante. J'imagine qu'il y a toutes les histoires d'économie d'échelle parce que tu Exactement. as vu ce que tu veux faire. Ok, il y a tellement de choses sur lesquelles on va revenir. Néanmoins, je me dis pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, qui sont peut-être là, qui sont pas encore allés googler ce que c'était que Circular, qu'est-ce que c'est Circular? C'est vrai. Alors Circular, c'est une bague connectée. Donc là, vous voyez. C'est un point américain. Non, je dis Qui, en fait, pour qui est faire classe, court, d'ailleurs. ouais, il y a plusieurs coques là, les argents, tout. Sympa. Mais pour la faire court, c'est une Apple Ah, Watch miniaturisée dans une bague. Pour la faire plus longue, c'est une bague qui contient un C'est capteur de léger. pouls, un capteur de mouvement et un processeur, carte mémoire, etc. Et qui va permettre d'analyser votre sommeil, votre activité physique et votre santé en général. Mhm. Elle peut aussi vous réveiller en phase de sommeil léger. Donc on a un moteur vibrant, on est les premiers à avoir miniaturisé un moteur vibrant dans une bague. Punaise. Elle peut faire quoi aussi? En fait, il y a plein de trucs et notre gros du gros sur lequel on travaille. Donc il y a d'un côté la miniaturisation, donc avoir l'objet le plus fin possible. Pourquoi? Parce que les gens arrivent pas à dormir avec leur montre, leur bracelet et du coup, il y a une perte de données énorme pendant la nuit. Et pour Ils avoir n'arrivent pas à dormir avec leur montre? bah ça les gêne. Et puis nous on a créé la bague pour ça aussi, c'était que on était porteurs d'objets connectés, donc des Fitbit, etc. Je peux envie de citer plein de noms, Mhm. mais il y avait deux choses qui nous gênaient, soit ça nous gênait de dormir avec, ou la deuxième chose c'était qu'on voulait pas partir en soirée par exemple ou à un restaurant, aller au resto, un truc quelque chose d'élégant avec un bracelet qui ressemblait à Oui, qui est pas toujours... un truc vrai. voilà plastique. Et donc on s'est dit on veut un truc qui était plus discret, plus confortable et Mhm. plus à la mode. Donc voilà, on est parti sur une bague. Est-ce que le design, aussi minimaliste soit-il, est-ce qu'il est très réfléchi en fait? Ou est-ce que c'était tout simple, vous vous êtes dit on va faire la bague la plus épurée possible? On a fait la bague la plus épurée possible et la plus fine possible. Ce qui a été réfléchi, c'était les coques interchangeables. Mhm. Donc en gros, tu peux changer cette partie. Ça c'est la base de la bague. Tu peux changer cette partie avec plusieurs matériaux, plusieurs couleurs. Mhm. Et c'était à peu près Purement le esthétique, seul... ça. Voilà, c'est le seul truc qu'on a réfléchi parce qu'on s'est dit que une bague, t'as pas, enfin, pas seulement une bague, mais t'as pas envie d'aller faire du sport avec quelque chose de précieux et t'as pas non plus envie de sortir, je sais pas, bah comme je le disais, dans un événement élégant avec une coque en plastique ou. Voilà. Ok. Donc ça fait aussi un peu office de coque de protection. Voilà, donc Ok. ça fait coque de protection ou coque plutôt Esthétique. voilà. Après il y aura peut-être des diamants dessus, etc. On est déjà en train de parler avec des gens, mais voilà. Un partenariat avec Swarovski ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas des diamants, je sais. Euh,
Et oui, on a aussi un bouton qui va permettre de contrôler d'autres objets connectés, d'arrêter par exemple, de changer sa musique juste en appuyant sur le bouton, etc. Donc c'est une bague qui fait beaucoup de choses, mais tout est centré sur la productivité, le gain d'énergie et avoir une meilleure santé en fait. Toutes les fonctionnalités qui sont sur la bague permettent de faire ça en fait. Et le gros truc sur lequel on travaille, c'est la corrélation entre les données de jour et de nuit. Pour donner des recommandations personnalisées et uniques à toi, que tu vas pas voir sur le marché actuellement. Nous, la chose qu'on voulait absolument pas faire, c'était te dire, t'as couru 3 km, t'as perdu 200 calories. Voilà, ça s'arrête là. Et puis même les gens qui sortent leur application, qui voient leur phase de sommeil, ça te dit exactement tes phases de sommeil, mais ça s'arrête là. Donc qu'est-ce que tu fais avec cette information? Bon, en fait, on te donne des informations mais qui servent à peu près à rien. Et nous, sur lequel on travaille, c'est vraiment corréler ta phase de sommeil avec ton activité physique et voir vraiment l'impact de ton sommeil sur ton activité physique et l'impact de ton activité physique sur ton énergie en général et ton sommeil. Donc on va pouvoir te donner ton score d'énergie, savoir si tu deviens faible avant même que les symptômes d'une maladie arrivent, des choses comme ça. Et puis plus tard, on veut travailler aussi sur la santé, détection d'arythmie, hypertension, apnée du sommeil. Voilà. Donc j'imagine que vous vous donnez pas mal de mal pour développer le logiciel et tu vas me parler de ça, mais tu dirais aujourd'hui que votre avantage compétitif sur ce marché-là, c'est le hardware en fait. Alors c'est le hardware pour le moment, mais on sait qu'on va se faire copier, même si on a des brevets en cours, mais on sait très vite qu'on va se faire copier au niveau hardware parce que les Chinois sont très forts, mais du coup on veut tout rabattre sur le logiciel et nous démarquer sur de 1 la marque Circular et de 2 nos recommandations qui on l'espère vont être essentielles aux gens et qui vont vraiment trouver de la plus-value. Et donc ça veut dire avoir un max de bases de données, donc un max de clients le plus rapidement possible pour espérer avoir une vitesse d'échappement comme ça contre la menace chinoise encore et toujours. Comment tu t'y prends quand tu décides de lancer ça? On en parle parce que là c'est une autre paire de manches. J'imagine que à la rigueur pour ce qui est des fringues, tu pourrais peut-être même commencer à t'amuser par Shopify et faire des produits avec Shopify et faire des produits dérivés. Là c'est autre chose. Tu dis je vais faire un produit qui n'existe pas. En regroupant tout un tas de matos électroniques miniaturisés, il me faut du logiciel. Là, c'est un autre niveau. Première chose, est-ce que quand tu t'es lancé, la crédibilité, on va dire, que tu avais avec Hustle a aidé d'une manière ou d'une autre pour recruter ou lever un peu de fonds, ou ça avait pas grand-chose à voir, c'était juste une autre histoire? Alors, sinon je vais raconter dans l'ordre chronologique comment ça s'est passé, comme ça les gens vont un peu comprendre. Donc on était encore en école de commerce avec Amaury, donc du coup dans la même classe, et on se dit par où on débute, parce qu'on veut faire ça, c'est bien cool, mais nous on s'y connaît pas en technique, on vient d'école de commerce et il va falloir développer le produit. Non, même pas. Au début on se disait on allait lever des fonds, et avec l'argent récolté passer par un studio qui allait nous faire tout le design électronique, etc. Parce qu'on voyait passer sur internet plein de studios qui faisaient ça. Qui font quoi exactement? Ils te font ton produit de A à Z. Des gros studios, que ce soit américains, il y en a même en Europe. Faut juste les payer très cher, mais aujourd'hui ce que font Fitbit et nos concurrents, c'est absolument que ça. Ils payent des studios qui ont les équipes pour et qui vont développer ton produit sous 6 mois et voilà, des ouf. Mais donc c'est bien cher. C'est bien cher. Parce qu'en plus on parle très souvent effectivement des économies d'échelle, donc tu te dis si c'est pour faire tes premiers prototypes, tu vas raquer, quoi. Ouais. Et nous on s'est dit qu'on allait faire ça au début, donc on va voir quelques VCs et tout, on se rend compte que ça va être impossible, on s'est dit let's go, faisons notre produit nous-mêmes. Par où on commence? Au début on s'est dit faut rentrer dans un incubateur, avoir des gens qui ont un peu l'expérience et qui vont un peu nous aiguiller. Et nous on est parti, on avait le choix soit dans l'incubateur de notre école ou soit un incubateur qui s'appelle Incubaliance à Orsay. Et celui-là on le visait vraiment. Pourquoi? Parce que il est sur le plateau de Saclay, à côté de toutes les grandes écoles, à côté de tous les pôles scientifiques de recherche, etc. Saclay je connaissais pour les neurosciences, mais c'est en fait scientifique en général. Scientifique en général. Ok. Il y a de tout. Et eux, ils pouvaient nous aider à nous mettre en relation avec tel scientifique, tel hôpital. Donc c'était parfait pour nous. On allait là-bas, c'est quelque chose qu'il faut candidater. Et donc là, pour le coup, quand j'ai dit que j'avais déjà une entreprise, j'avais un petit peu plus de crédibilité. Ils se sont dit ok, même s'ils ont 22 ans, ça passe.
On a réussi à rentrer dedans. Ouais, et parce que ça doit être difficile, parce qu'autant peut-être qu'il y a plein de VCs qui ont envie de voir des petits jeunes sortant ou en école de commerce et ça correspond au profil, et ils se disent ah ça c'est la prochaine, Ouais. c'est le fondateur de la prochaine licorne. Mais quand tu débarques dans un monde, on va dire scientifique, j'allais dire plus sérieux. Bon allez, je vais assumer le terme plus sérieux. Ça doit être une autre paire de manches pour être traité avec sérieux quoi. Les mecs ils te disent ouais mais attends, à ton âge j'étais juste en 3e ou 4e année de médecine, il me restait encore 6 ou 7 ans à faire. Ouais. Après, c'est vrai d'un côté, mais de l'autre côté, comme tu l'as dit, il y a des Zuckerberg et des machins qui, voilà, en fait, la jeunesse a déjà prouvé qu'elle pouvait faire quelque chose. Mhm. Et en soi, je pense que dans l'inconscient, ils se disent, c'est pas parce qu'il est jeune qu'il peut rien faire. Même si on arrivait avec une idée complètement déjantée du hardware et, enfin, c'était vraiment tout ce qu'ils voulaient pas entendre de base. C'est-à-dire C'était, du hardware avec de l'électronique la plus miniaturisée du monde. Mhm. À côté des données, nous on veut faire des corrélations croisées. Enfin, on est parti dans un truc, voilà, une application super poussée, etc. Au début, j'étais en mode, mais ok, donc vous êtes ambitieux, on vous laisse rentrer dans l'incubateur, mais je pense que vous allez shifter sur autre chose. C'était vraiment votre idée, elle est cool, mais on va partir sur quelque chose de moins ambitieux, peut-être dans du B2B, voilà. Donc on a eu de la chance de rentrer dans l'incubateur, mais au début, c'était plus en mode il y a des applications pour la sécurité. Vous allez juste faire juste un bouton pour voilà, quand quelqu'un veut lancer un SMS, il appuie sur un bouton sur votre bague. Mhm. Voilà, très limité. Et nous, on a toujours été en mode non, c'est mort. On va rester dans le consumer et on va faire notre truc et on le fera. Dans tous les cas, on le fera. Et on a eu de la chance que ils nous écoutaient et ils voyaient, en fait, comme ils voyaient que ça avançait. Donc on avait recruté notre CTO, donc Adiaza, qui est le boss des boss de l'électronique, firmware, etc. Comment Donc, vous l'avez recruté? Grâce à un Vous avez site. réussi, vous aviez déjà levé des fonds à ce moment-là, vous avez Non. juste réussi à l'intéresser, le projet était solide et... Grâce à un site qui s'appelle AngelList, que je recommande à tout le monde. Mhm. C'est un site où c'est vraiment en fait ceux qui recherchent du travail ou des startups pour les rejoindre en tant qu'associés, c'est très univers startup en fait. C'est les gens sont déterminés à faire leur truc tant qu'ils sont passionnés et du coup tu peux trouver des gens super bien dessus. Mhm. Et nous on a trouvé Adiaza du coup dessus qui vit à Rodez dans le sud de la France et voilà qui avait un peu de temps libre et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que nous. Mhm. Il a déjà des enfants, il est marié, etc. Donc déjà installé. Mais il voulait bien nous aider parce que pour lui c'était le challenge parfait pour lui. Donc miniaturiser un PCB dans une bague, voilà, c'était vraiment le plus gros challenge pour lui. Il s'est dit, vas-y, let's PCB go. c'est pour? Excuse-moi, carte électronique. Ok. Donc voilà. Cardboard? Ouais. Ok. Et donc il l'a fait. On a travaillé pendant 2 ans. On a recruté grâce à AngelList aussi un data scientist pour les algorithmes. À partir du moment où vous avez réussi à le recruter lui et que vous Ouais. avez mis... À partir du sur moment où le- on avait un petit prototype pour récolter un peu de données. Ok. Et Là, grâce à lui, mais est-ce que le simple fait de l'avoir lui dans la boucle, ça a quand même pas mal aidé les choses, permis de ça a gagner en tout crédibilité? aidé. C'est grâce Ah à lui que, enfin, c'est grâce à lui Ok. que Circular existe. C'est grâce à lui que on a gagné nos concours. C'est grâce à lui qu'on a eu la BPI parce que tout ça, c'est en leur montrant des prototypes. Et sans lui, c'était juste pas possible. Incubateur nous a fait des avances remboursables. Ça aussi, c'était grâce à lui. Mhm. Enfin, tout le monde attendait de voir. Ok, c'est cool votre truc, mais est-ce que ça peut vraiment exister? Quand on leur a prouvé que ça pouvait exister, les gens nous ont Tu fait sais tout comment il fois- s'y est pris? C'est-à-dire que il a tout fait comme un savant fou dans son garage. Ouais. C'est un peu ça? Ouais. Excellent. Ouais, il est trop fort. Il a tout fait lui-même et au début ça partait sur des prototypes qui étaient assez grossiers, c'est-à-dire du Arduino comme tout le monde connaît, etc. Puis de mois en mois, il a commencé à miniaturiser, donc il commandait des cartes électroniques chez des, je sais pas, par exemple c'est des Chinois, donc il lui créait sa carte électronique et lui il allait souder les composants lui-même avec des microscopes, truc de malade. Il y a un des prototypes qui nous a fait en pas longtemps et il avait réussi à tout souder des composants microélectroniques en foutant la carte électronique dans son micro-ondes, tu vois. Des trucs mais vraiment genre fait à l'arrache, mais ça marchait et on pouvait prouver que ça marche. Avec votre projet, c'est comme si vous lui aviez permis de vivre le rêve de toute
techos ou mécano, comment dire, un petit peu, j'ai toujours envie de parler du savant fou, mais c'est-à-dire que de ce que tu me dis, il avait l'air d'être extrêmement motivé. Ah ouais. Bah, le mec à Diaza, franchement, c'est une perle. Le mec est resté 2 ans avec nous. Jusqu'au prototype. Jusqu'au prototype, sans jamais douter. Et alors qu'il y a des gens qui sont partis entre-temps, etc., lui est toujours resté parce qu'il croit en projet. Et... Incroyable ce type. Donc, D'accord. Donc, parce que je me disais bien, quand j'ai vu ton profil passer sur LinkedIn et j'ai vu Circular, je suis allé voir la bague connectée avec tout le côté health tech qui va avec. Je me dis quand même, c'est forcément un peu sérieux ce truc-là par rapport à tout un tas de startups qui défilent, mais pour une raison simple, qui est que une bague connectée, ça se trouve pas à n'importe quel coin de rue, quoi. Il doit y avoir. Et donc là, ce que tu me dis, c'est qu'il y a eu quelqu'un d'extrêmement brillant qui a passé 2 ans à faire ce truc-là. Donc là, c'est du très sérieux. Je doutais pas vraiment du sérieux de l'entreprise, mais là, avec ce que tu me dis, on a des très bonnes bases et avec effectivement une avance technologique quand même. C'est un truc, il y a des petites barrières à l'entrée quand même. Ouais. Bon, on est d'accord que si les Chinois s'y mettent ou si la concurrence, les gens spécialisés, les Apple, etc. s'y mettent, ils pourront faire quelque chose. Mais t'es assez quand même confiant là en l'avance technologique qu'il y a là. Ouais. Ouais. Puis je sais qu'en Europe et aux États-Unis, on sera pas vraiment copié parce qu'on a nos brevets et que du coup les brevets valent à peu près quelque chose, on va dire, dans cette partie-là du globe. Mais en Chine, je sais qu'on va se faire copier très rapidement si ça marche le produit. Mais ouais, du coup, il faisait ça chez lui jusqu'au moment où on a eu des prototypes et du coup des fonds qui sont rentrés dans la société. Ils ressemblaient à quoi les prototypes par rapport à imprimés en 3D avec même pas fermé, genre juste la base imprimée en 3D avec le PCB qui était enroulé autour et la batterie. Voilà, et ça a suffi à ce que les gens nous fassent confiance. Donc des fonds sont arrivés dans la société et puis là on a pu plus industrialiser la chose, c'est-à-dire travailler avec des studios, travailler avec des usines qui voulaient faire les choses vraiment industrielles. Et du coup c'est là qu'on a eu nos derniers prototypes il y a 8-9 mois. Où on est assez content, c'est assez fin, c'est cool. Et le truc, c'est que maintenant, il faut faire 7 tailles différentes. On a des composants qui sont... Vous êtes sur les tailles de référence des bagues habituelles, les 51, c'est les tailles standards. Donc, je sais pas en taille française quel est l'équivalent, mais aux États-Unis, c'est d'entre 6 et 12 qu'on fait. Donc, on a 7 tailles de bagues. Et on a aussi des composants qui sont spécifiques à nous. Par exemple, la batterie qui est custom made, etc. Et ça, c'est... Pour les faire sur plusieurs tailles, c'est beaucoup de coûts. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait lever des fonds et qu'il fallait faire ce Kickstarter. Donc voilà. Est-ce que l'idéal serait d'avoir des composants qui sont toujours de la même taille et juste t'agrandis la bague par confort? C'est-à-dire les composants qui sont les plus petits possibles pour entrer dans la plus petite taille et puis à partir de là, si tu veux faire en 12 au lieu d'en 6, et tu mets juste plus de coques autour. Mais ce serait ça simplifierait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Le problème, c'est que la batterie... plus les tailles augmentent, en fait la batterie n'est pas flexible, c'est courbé, donc il y a un angle et sur chaque angle de bague il faut un angle différent. Donc voilà. D'accord. Ah oui, ça effectivement c'est un gros problème. Ah oui, il y a pas, vous avez vu les enjeux et vu la complexité que ça ajoute à la fabrication, vous avez des solutions en ligne de mire, des choses sur lesquelles vous travaillez pour simplifier ça? Pour simplifier ça, nous personnellement non. Parce que c'est des ingénieurs ultra forts qu'on rencontre tout le temps qui sont en train de travailler dessus, mais c'est en train de venir les batteries flexibles. Ils sont en train de développer ça. Et une fois que ça sera développé, avec plaisir pour accueillir ça dans notre bague, parce que nous ça nous enlève beaucoup de coûts. C'est développé pour vous, par vous, ou il y a un domaine dans lequel ça se développe? Il y a un domaine, ça se développe. Ça vient d'où ces batteries flexibles? D'où, dans quel pays Non, plutôt de quel secteur? Où est-ce qu'il y a un intérêt particulier à développer des batteries flexibles? À part, j'imagine du coup, avec ce que tu me dis pour les objets connectés, je peux aussi penser par exemple aux combinaisons haptiques, aux trucs comme ça. Combinaison, c'est exactement ça, c'est la santé et les objets connectés. Ok, surtout en général. Ouais. Et il y a une marque qui mène par exemple la bataille là-dedans, ou c'est plutôt des labos qui bossent là-dessus? Ils sont pleins à travailler dessus. Ouais. D'accord. Ils sont pleins et ça va être le premier à qui les sort. Donc quand nous on était au CES du coup à Las Vegas, on en a vu énormément des prototypes, mais qui restaient toujours trop gros pour notre bague, donc ça existe. Maintenant si tu veux faire des combinaisons ou des
des gros objets santé que tu as envie d'être pliable, flexible, etc. Tu peux utiliser ces batteries, mais pour notre bague, c'est pas encore possible. Mais voilà, il faut du temps et tout arrive à être miniaturisé au bout d'un moment. Donc j'y crois. Mais du coup, pour le moment, voilà, des batteries non flexibles. On a notre fournisseur, il n'y en a qu'un dans le monde qui fait ça. Voilà. C'est des trucs un peu secrets après. Ah, ok. Non, je te demande pas de rentrer dans tous les détails, tous les secrets industriels. Je ne travaille pas avec le gouvernement chinois pour essayer de te voler tes secrets. Je me posais une petite question par rapport à la santé. C'est forcément le domaine qui est le plus mis en avant quand on parle de l'intégration des objets connectés à notre quotidien. Et accessoirement, c'est le parfait argument de vente. Parce que personne, ou très peu de gens, vont avoir le culot de se dresser contre un objet qui peut littéralement sauver des vies. Et là, je regardais un documentaire là-dessus, pas plus tard que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, et le type qui faisait le documentaire racontait que lui-même, sa Apple Watch lui avait probablement sauvé la vie, parce que ça avait commencé à déceler, il avait une malformation cardiaque depuis son enfance, et ça a décelé des trucs comme ça. Et je sais que des histoires comme ça, tu peux en trouver pléthore. Et toi, en plus, tu parles d'un objet qui est a priori encore moins intrusif, que tu peux garder pendant le sommeil. Tout le monde sait qu'effectivement les troubles du sommeil, c'est un grand fléau de notre époque. Comme si le fait de passer 5 heures devant Netflix avant de dormir et de picoler pouvait avoir un quelconque impact sur le sommeil, ce qui est bien sûr du complotisme de dire ça. Donc, à quel point, et je sais, je t'accuse pas du tout de cynisme en te posant cette question-là, mais à quel point est-ce que la santé est abordée par l'IoT d'une manière générale comme la parfaite porte d'entrée, parce que le parfait argument commercial, et parce que, accessoirement, il y a sans doute une vraie demande, de vraies opportunités, des gros problèmes à résoudre, et qui dit gros problèmes à résoudre dit marché, et ce pourquoi les gens sont prêts à payer. À quel point c'est ça, versus vous pensez à autre chose. C'est la porte d'entrée normale, mais derrière vous avez d'autres choses en ligne de mire. C'est une question qui est archi compliquée et à la fois qui est grave intelligente, et je pense qu'aujourd'hui, si tout le monde fait de la santé, c'est que c'est d'un côté le plus compliqué de faire de la santé. C'est une industrie de malade mental, il faut des certifications, il faut des machins, mais c'est aussi quelque chose qui est le plus accepté par tout ce qui va être investisseur et tout. Et nous, de notre côté, je me suis pas posé cette question-là parce que de base, c'est ce qu'on voulait faire. On voulait faire d'un côté un réveil qui soit silencieux et personnel, mais de l'autre côté aussi analyser le sommeil et en fait, on voulait faire un réveil super intelligent de base, qui détecte tes phases de sommeil, qui te réveille au bon moment, mais qui va aussi détecter tous les troubles de sommeil, donc te donner tes phases tout, qui va t'expliquer t'as pris combien de temps à dormir, toutes les, comment on va dire, les périodes où t'as pas dormi pendant ta période de sommeil, etc. Et on s'est rendu compte très rapidement, mais en fait c'était très rapide. Je pense en 2-3 semaines qu'en fait tous les composants qu'on avait besoin pour faire ça, à inclure dans la bague, nous permettaient de faire plein d'autres trucs. Donc de la santé en général, l'activité physique, et c'est de là que l'idée est partie. Donc c'est plutôt un tremplin technologique, c'est-à-dire que quand on arrive à ce niveau-là de miniaturisation et de flexibilité, ça aurait été dommage de faire qu'un réveil, quoi. Oui, d'accord, je comprends. Et du coup voilà, et tout de suite c'est parti dans la santé, et c'est quelque chose nous qui nous tient à cœur aussi, de façon d'aider les gens et de mettre la technologie au service des personnes. Mais ouais, la santé, c'est vrai que c'est quelque chose qui attire. Donc pas d'autres pour le moment, il n'y a pas un grand master plan concernant la suite des événements. Déjà, l'idée, c'est réussir à faire décoller Circular, démocratiser la bague connectée. Là, comme ça, effectivement, elle est bien, elle est tout à fait défendable. Mais je me dis donc, t'aimerais encore la désépaissir? On veut la désépaissir et améliorer le design. Ouais. Ok. Pour qu'elle soit toujours plus confortable et toujours plus à la mode aussi. On est très aussi, moi je viens de l'industrie textile, fashion. C'est quelque chose qui m'importe énormément. On voulait pas faire juste une bague qui soit super simple et qu'on pouvait pas décliner. Là, ce qui est bien avec notre truc, c'est qu'on a des coques interchangeables. Donc on va avoir du design, du travail dessus sur du design. On peut faire plein de choses différentes, toucher tous les porte-monnaies aussi qui existent. De l'étudiant, on peut lui faire une coque en plastique. Donc la bague, ça va faire baisser le coût de la bague. Est-ce que c'est waterproof? Ouais, c'est waterproof et obligé.
et des coques en diamant pour ceux qui veulent être le plus extravagants. Voilà, c'est en fait on a plein de plans, que ce soit sur le côté hardware mais aussi sur les fonctionnalités. Plus tard, mais après ça reste sur des fonctionnalités santé, détection d'arythmie, etc. Je suis pas déçu que tu me dis ça, je te pose la question parce que très souvent quand quelqu'un se donne autant de mal et s'investit autant pendant aussi longtemps et prend des risques sur ce genre de produit qui est par essence même technologique et qui repousse, on peut le dire, repousse certaines limites, je suis obligé de me poser la question si de temps en temps il y a un truc qui te traverse, si la suite des événements, il y a t'as une petite idée derrière la tête. Non. Et là, pour le moment, c'est pas le cas. Déjà, ça, réduire, démocratiser, faut que ça marche, développer le lifestyle qui va autour. La communauté surtout. Nous, on est aussi, notre application, elle est vraiment tournée vers la communauté, ce qui n'existe pas vraiment chez d'autres. On va dire d'autres bagues connectées, parce qu'en vrai, ça existe chez Fitbit. Mais du coup, avoir un espèce de classement de celui qui a les meilleurs scores de santé, faire des events en vie réelle, voilà, vraiment créer tout un univers qui va faire que circulaire, c'est bien pour votre santé, quoi. Alors, on parle souvent des enjeux, de la difficulté à pénétrer le marché de la santé, tout simplement à cause de la réglementation. J'imagine, mais c'est peut-être une mauvaise idée reçue, qu'il y a moins de contraintes typiquement sur un objet comme Circular, parce que c'est pas un médicament, c'est pas quelque chose d'intrusif, et que les problèmes de réglementation tournent plutôt autour de la gestion des données et de la vie privée, que sur l'accréditation, enfin l'agrémentation du hardware. Est-ce que je me trompe? Alors, en gros, faut savoir que lorsque tu fais un objet connecté, ou même pas un objet connecté, dès que tu parles de diagnostic chez une personne, où tu utilises des termes de maladie, tu dois forcément avoir une accréditation médicale. Est-ce que donc vous parlez de diagnostic ou c'est des termes que vous évitez justement? Alors c'est des termes qu'on évite pour le moment parce que on voulait pas s'enquiquiner avec tout ce qui est certification d'appareil médical, FDA aux États-Unis, etc. C'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps, donc ça aurait ralenti notre sortie. Donc pour le moment c'est des termes qu'on évite, on reste dans le wellness, bien-être et recommandations, activité physique, sommeil. En fait tout ça on est à la limite de la santé. Ça joue vraiment sur des mots. D'accord. On s'est positionné à la limite, mais pour plus tard faire ses accréditations et rentrer en appareil médical, ce qu'on appelle en France. Oh, d'accord, c'est l'objectif. Ouais. D'accord, mais juste vous pouviez pas attendre et prendre ce risque-là. Donc au lieu de diagnostic, vous dites quoi? Bilan? On fait des recommandations. D'accord. Voilà. Et puis même dans les recommandations, on n'a pas le droit d'aller on n'a pas le droit de dire t'es malade, on n'a pas le droit de dire pour te soigner faut faire ci. C'est vraiment plus essaye de mieux dormir à ce moment-là, regarde ton énergie elle baisse donc aujourd'hui fais attention, ce genre de choses. D'accord. Et si jamais on voit quelque chose de grave, c'est va parler à ton médecin. D'accord. On a le droit de rien dire. Mais t'as le droit de dire va parler à ton médecin. Ouais. Ça effectivement c'est un bon conseil. Puisque on parle d'un objet qui a été justement la cible de pas mal de doutes au début, parce que tu me dis il a quand même fallu insister, on a eu beaucoup de chance de rencontrer cet homme qui a consacré 2 ans, qui est un petit génie ou un grand génie, qui a consacré 2 ans. Est-ce que à partir du moment où la technologie a été prouvée, au-delà même des financements que vous avez pu obtenir, vous avez commencé à être approché même pour d'autres applications, des personnes qui viennent vous voir, qui disent oh il est pas mal ton truc miniature là, et qui ont d'autres idées derrière la tête, peut-être dans des domaines qui n'ont rien à voir avec l'IoT, mais c'est de quel ordre par exemple? Qu'est-ce que t'as suscité comme intérêt en réussissant cet objet? Alors je vais pas dire les idées parce que c'est des trucs sur lesquels on discute toujours avec ces gens-là et c'est des choses qu'on veut faire plus tard. D'accord. Donc c'est des partenariats qui sont en cours. De quel ordre? Mais des trucs que j'aurais jamais imaginé. Mais vraiment jamais imaginé. Ouais. Donc tu vas faire des sex toys. Il a pas dit non. Ça c'est la grosse blague que tout le monde nous fait en plus. Non. Bah écoute, tu me parles d'une bague qui est vibrante. Je suis obligé de te faire la blague quand même. Voilà. Mais d'accord. Mais non, pas dans tout ce qui est sex toys. Mais des gens, par exemple aux États-Unis, on a des gens qui nous ont approchés, mais des gens qui sont archi puissants dans tout ce qui est le domaine développement personnel, santé, pour même d'autres trucs. Il y en a dans la sécurité. On a des gens
qui veulent monitorer les conducteurs de NASCAR, enfin, des trucs de malade. Des Mais clubs de l'idée, c'est sport. qu'ils veulent, c'est toujours l'idée de récupérer. C'est pas forcément au format d'une bague, mais ils veulent récupérer votre technologie de capteur miniature, ou c'est... Ils veulent récupérer soit la bague ou soit qu'on travaille avec eux. Mais par exemple, quand je parle de développement personnel, c'est autre chose que la santé. Ils ont des idées qui sont bien à eux. Et voilà. D'accord, donc l'identité cardiaque de quelqu'un et établir des profils, par exemple, ce genre de choses. J'imagine que ça peut aller assez loin, surtout si on bascule un peu dans le mystique. Ouais. Donc, trouver votre partenaire, celui qui a le rythme cardiaque qui matche le mieux avec le vôtre, ou des choses comme ça. Non, pas à ce point. J'ai trop d'idées tordues. Non, ça reste dans le monitoring, mais ouais, c'est des trucs qui sont un peu plus mystiques, on va dire. D'accord. Mais des gens qui pèsent dans le milieu. Okay, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on a des millions et des millions d'utilisateurs. Ok. Et quelles sont les barrières à ça? Est-ce que tu es méfiant, ou vous sentez que vous avez maintenant une certaine légitimité, une certaine force de négociation, et donc vous prenez votre temps? Parce que là, en même temps, tu me dis vous avez besoin d'aller assez vite, de développer le truc, et tu me dis des marchés potentiels de plusieurs millions de personnes. Quel est le blocage, s'il y en a un? Le blocage actuel, c'est qu'il faut produire notre première série, donc de 5000 unités, ça va prendre 6 mois à peu près, à partir de maintenant. Donc c'est ça le fameux les enjeux des 6 prochains mois, ouais. D'accord. Donc voilà, et aussi affiner nos algorithmes. Donc en gros, on veut finir d'abord nos fonctionnalités à nous, notre produit à nous, notre application à nous, et ensuite on viendra aller travailler avec d'autres personnes, faire des partenariats, inclure d'autres choses dans notre application. Parce qu'en fait, nous, notre application, et c'est quelque chose que nos concurrents ne font pas, c'est qu'on veut ouvrir l'API à d'autres développeurs. En fait, comment elle marche, notre application, c'est qu'on a on appelle ça des cercles, donc circulaires, voilà. Des cercles, chaque cercle est une fonctionnalité. Donc il va y avoir le cercle sommeil, le cercle activité physique, le cercle réveil par exemple, le cercle alerte, et plus tard le cercle par exemple arythmie, apnée du sommeil. Et ça, c'est des choses que tu peux installer, désinstaller au sein de l'application. Et en ouvrant notre API à d'autres personnes qui ont énormément d'idées et aussi peut-être une meilleure force de frappe et de développement que nous, permettre de faire rentrer de nouveaux cercles extérieurs en fait. Ce sera toujours sécurisé, on va voir s'il n'y a pas de trucs bizarres qui volent des données ou quoi. Donc ce sera toujours au sein de notre application, mais ce sera des cercles extérieurs, de personnes extérieures. En quelque sorte. Voilà. On va pas l'appeler App Store parce que sinon notre application va jamais sortir. Apple, ils aiment pas trop ça quand il y a une application dans une application, enfin un marché dans une application, mais c'est à peu près ce qu'on veut faire. D'accord. Et est-ce que c'est une décision difficile à prendre, ça, typiquement? Parce que je vois les enjeux, et c'est quand même alléchant. Toi, tu dis, dans les 6 prochains mois, faut que je sorte mes 5000 premiers produits, et que je les vende, et qu'on rôde le truc, et qu'on mette tout ça en place. Mais pendant ce temps-là, t'as le chant des sirènes, t'as un mec outre-Atlantique qui te dit, viens, signe maintenant, tu vas avoir des millions de clients, etc. Comment tu gères cette négociation-là, tout simplement, y compris psychologiquement? Quand t'es une jeune start-up, t'es dans l'urgence, il y a des enjeux financiers qui sont importants, et donc c'est alléchant. Comment tu gères ce truc-là? En fait, même pour dire que même quand on était au CES et qu'on est passé sur plusieurs médias, etc., on a déjà des propositions de rachat. Je m'imaginais même pas, la bague n'est pas encore sortie, qu'il y a déjà des propositions de rachat. Et nous, comment on le gère, c'est que on les écoute même pas. Enfin. Mais d'un commun accord, il n'y a pas des tensions. Enfin, parce que je me mets à votre place, je me dis, à un moment, quelqu'un débarque qui dit 20 millions. Comme ça, forcément, vous allez être un peu intimidé, quoi. Tu dis bon, c'est les mecs, qu'est-ce qu'on fait? Parce que peut-être que dans 6 mois l'offre ne tiendra plus, peut-être que ce sera déjà, je sais pas, piqué par les Chinois. Il doit y avoir un sentiment latent d'urgence quand même avec ce genre de situation. Il faut vraiment avoir les reins solides. Enfin, je te félicite d'ailleurs pour réussir d'un commun accord entre cofondateurs à se dire on bouge pas, on craque pas, on tient nos positions. Ouais, en fait, tous ceux qui veulent nous racheter pour le moment, c'est pour la partie hardware, ils sont juste impressionnés de ce qu'on a réussi à faire et ils veulent ça pour leur application. Mais nous, on a un plan qui est tellement... En fait, ça fait déjà 3 ans qu'on y réfléchit au niveau fonctionnalité et software, et on sait que ça va ramener tellement de plus-value que la valeur de la société, une fois que ça sera prêt, on va plus parler des mêmes montants, et on est limite sûr et certain qu'on puisse le faire, et voilà. Nous, on est déterminés à faire notre truc au moins sur 3-4 ans. Après, on verra plus tard. Mais on a un plan sur 3-4 ans de développement
de fonctionnalités qui vont être juste incroyables, quoi. Parce que à ce titre-là, donc tout l'intérêt que vous suscitez ne fait que valider votre position, en fait, votre stratégie. Les gens sont intéressés, du coup on se dit bah s'ils veulent nous acheter maintenant, si on fait mieux plus tard, ils vont aussi voilà. Ok. Même si bon, j'imagine que de la même manière que voir tes actions Bitcoin monter, ça doit retourner un peu le cerveau. J'imagine qu'il y a des moments où c'est difficile, mais bon, félicitations pour ça. Et j'imagine alors que le grand enjeu après, si c'est pas les accréditations en matière de santé, c'est la protection des données et la vie privée. Alors, comment ça se passe quand on est une jeune start-up, qu'on débarque et qu'on dit on va avoir des données jusque dans le sommeil des gens? Comment ça se passe? Ça se passe que de toute façon aujourd'hui, il faut respecter le RGPD. Du coup, Est-ce que c'est très difficile parce que souvent j'entends parler de beaucoup de... Là, c'était au début 2019 que beaucoup d'entreprises se sont réveillées 2 semaines avant, se sont rappelé qu'il fallait se conformer à la RGPD. Ouais. Ah mince, il y a ce truc-là. J'ai un de mes élèves qui est passé DPO de sa boîte et il me racontait ce qui se passait en interne et c'était vraiment à crever de rire. C'est oui, les mecs, fallait se réveiller. Mais donc, est-ce que typiquement c'est le genre de chose qui est plus difficile pour une grosse boîte qui a ses vieux process, qui a plein d'inertie, c'est plus difficile pour elle à mettre en place que pour une jeune start-up qui s'est construite de toute façon autour de ce genre de problématique. Ouais. Moi je pense que on a de la chance que le RGPD soit arrivé limite avant qu'on démarre, parce qu'en fait nous on construit selon le RGPD. Donc tous les process qu'on met en place vont être respectueux du RGPD et en fait en construisant comme ça, il y a pas trop de difficultés. Parce qu'en fait, le RGPD, c'est quelque chose qui est quand même très éthique et très logique, on va dire. Il ne demande pas de faire des trucs qui vont être contre ton business ou qui vont te bloquer à cet endroit-là. Enfin, c'est vraiment très. Moi, je trouve ça très bien. Et du coup, on construit selon ça, alors que je pense que les sociétés, les gros dinosaures d'avant qui avaient tous leurs process, du jour au lendemain, on leur dit voilà, là en 6 mois, go. On voit aujourd'hui, il y a des gens les grandes sociétés, elles sont même pas encore. Ils sont même pas encore bien organisés pour le RGPD et je pense que ça doit être horrible de tout changer. Il y a des équipes et des équipes entières pour tout refaire. Mais en ce qui nous concerne, en vrai, c'est plutôt simple et je trouve ça même bien parce que aujourd'hui, la majorité des questions qu'on a, par exemple sur le Kickstarter, c'est qu'est-ce que vous faites de nos données? Nous on respecte le RGPD. C'est un gage de qualité, on va dire. Est-ce que c'est limite un truc un tampon que tu mettrais bien en avant, pas forcément dans la bannière, mais presque. Mais moi, j'aimerais bien que ça arrive, qu'il y ait un espèce de label. Ok, vos datas sont safe, parce que vraiment c'est chiant, mais c'est la première des questions que tout le monde nous pose tout le temps. Et quand de base t'es pas un Google ou un machin, enfin les données, on s'en fout un peu de les vendre. Nous, ce qu'on veut, c'est améliorer notre système à nous et après voilà, je veux pas dire que j'ai pas envie de me dire qu'on est éthique et me vendre éthique, mais on est éthique et avec les t'as le droit t'as le droit d'estimer que tu l'es. Les données, on veut pas en faire n'importe quoi, on sait que c'est précieux et même nous on n'a pas envie que nos données à nous soient voilà. Mais je me fais un petit peu l'avocat du diable quand on parle de l'intégration des objets connectés dans notre quotidien et surtout eu égard à la santé, la dérive. La pire dérive, on la connaît, et accessoirement, c'est pas parce que Facebook dit qu'il fait un truc qu'il fait pas exactement le contraire. Les enjeux autour des assurances, par exemple, ils sont très importants, et puisque tu es en plein là-dedans, et puisque tu souhaites que ton business boom, mais par définition s'il boom, c'est que ça va générer 1, du blé, et 2, pas mal d'attention, d'intérêt de personnes extérieures, comment tu penses qu'on peut gérer la pression, si on veut rester intègre vis-à-vis de ses clients, d'une assurance, une mutuelle, et c'est un truc qui va être de plus en plus le cas. Les mecs, ils veulent tes données. Est-ce que tu as réfléchi à cette question-là? Est-ce que pour toi, c'est très simple? Est-ce que le simple fait d'être soucieux de la RGPD, respectueux de la RGPD, fait que ce genre de dérive est de toute façon en premier lieu impossible? Tu peux pas vendre tes données? Ou est-ce qu'il y a, à ta connaissance, des failles, des moyens un peu détournés de dire j'ai pas vraiment vendu les données, mais j'ai fait profiter moyennant je sais pas trop quoi des données d'un certain nombre de clients aux assurances? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu y as réfléchi? Et comment tu te couvres? Si tu estimes que toi, t'es intègre et que ta crédibilité passe avant tout, parce que s'il y avait la moindre fuite,
enfin si tu faisais quelque chose qui était contraire et s'il y avait une fuite, ça nuirait profondément à ton business. Mais typiquement Facebook, ça a pas l'air de les déranger plus que ça, et apparemment on en redemande. Donc dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, je pense qu'il y a toujours des failles et il y a des failles à la RGPD, mais moi je me cantonne pas vraiment au texte de loi. Je me cantonne vraiment à quel risque je prends si jamais un client viendrait à savoir que ces données ont été partagées et à quel point ça affecterait mon business. Et en tant que startup, c'est quelque chose qui serait juste dévastateur. Et donc c'est pour la raison pour laquelle on fait super attention à ça. Et en fait, on veut juste jamais décevoir un client, nous. Et on a essayé de réfléchir à comment prouver à nos clients que leurs données restent dans nos serveurs et rien d'autre. Mais c'est quelque chose de super compliqué, on n'a pas trouvé de solution. Comment leur prouver que les données restent dans nos serveurs et soient pas partagées? On sait pas. Donc c'est pour ça que je parlais de label. Peut-être que ça donnerait plus de confiance aux gens, mais et encore. Après tout ce qu'il faut, c'est. Est-ce que j'imagine qu'il y a des gens qui se penchent sur cette question parce qu'effectivement cette notion d'un label assez reconnu, garantissant la sécurité et j'allais dire l'intimité, la protection de tes données personnelles, c'est un gros enjeu. Est-ce qu'il y a des chantiers à ta connaissance? À ma connaissance, non, mais peut-être que ça existe. Et moi, je pense que pour le moment, la meilleure solution qu'on a trouvée, c'est d'être super transparent avec eux. C'est-à-dire que s'ils nous demandent leurs données, on leur envoie. Il y a un bouton dans l'application supprimer mes données, ils peuvent les supprimer à tout moment. Voilà, leur donner le plus de contrôle possible qu'ils puissent avoir sur leurs données. Et c'est un peu ce que Facebook essaye de faire, même s'ils s'en foutent. Tu sais, ils ont rajouté tu peux voir maintenant tes données, où elles sont partagées, pourquoi tu reçois cette pub et pas une autre, etc., etc. Mais je sais pas. Si jamais t'entends une solution, moi je suis tout oui, parce que vraiment ce problème des données, c'est quelque chose qui est assez récurrent chez nous et voilà. Les gens voudraient bien porter des objets connectés, mais ils se disent ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu me prouves que tu vas pas vendre tes données voilà. Après, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on se prive pas du tout d'avoir des objets connectés quand même. Je me demande à quel point ça impacte le marché, cette considération vis-à-vis de la vie privée. Parce que tu vois, je me dis un truc tout bête, c'est que à un moment, on s'était mis à mettre du scotch sur nos webcams pour éviter d'être espionnés par le FBI. Bon, aujourd'hui, 90% des gens vont au chiottes avec leur smartphone dans la main. Donc tu dis, tu peux difficilement, t'as un micro, une caméra avec toi dans ta plus profonde intimité. Donc, est-ce que tu penses que c'est une si grande considération que ça? Au-delà, je parle pas d'un scandale qui y aurait a posteriori concernant la fuite d'informations, mais en premier lieu, au moment de l'achat, je vois tous ceux qui ont des montres connectées, je vois le carton plein des Apple Watch et puis même des écouteurs sans fil qui sont en fait de plus en plus connectés, il y a des micros dedans. Est-ce que tu penses que c'est vis-à-vis du gros du marché que tu vises, une considération qui a un impact vraiment considérable? En fait, je pense pas. Je pense que je vais pas dire que c'est un peu hypocrite d'un côté, mais en fait, je pourrais pas te répondre tant que j'arrive pas à quantifier le pourcentage de personnes qui sont vraiment en mode j'achète pas tant que tu m'as pas prouvé. Oui, d'accord. Et les autres qui sont en mode j'ai entendu dire que c'est safe, ça passe, je m'en fous, let's go. Mais et ça j'aimerais bien le quantifier, je pense que c'est quelque chose que je vais faire à la fin du Kickstarter. Je vais reprendre un peu toutes les questions et voir le nombre de personnes qui m'ont posé cette question et voir, parce que nous à chaque fois on leur répond, on essaie de les convaincre, voilà, il y a ci, il y a ça, il y a ça, et voir si les mecs achètent quand même ou s'ils sont en mode non, j'achète pas parce que y a pas un truc assez vous êtes pas assez gros ou j'en sais rien, je sais même pas comment ils réfléchissent en fait. Je sais pas comment réfléchissent ces gens-là. Ah oui, j'avais pas pensé à ça, mais tu penses qu'il y a une crainte qui dit plus grosse boîte, dit une boîte qui peut plus mieux protéger ses données. Alors que pour moi c'est le contraire. Ouais. Mais pourquoi c'est le contraire? Parce que qui dit plus d'employés dit plus d'employés, plus de fuites, ils ont beaucoup plus de données donc beaucoup plus d'argent à se faire. Ah oui, plus d'intérêt objectif à ils peuvent beaucoup plus se protéger aussi. D'accord. Sur des serveurs privés, nous on peut pas faire tout ça. Dans tous les cas, on peut pas le faire. Donc
Je sais pas. Je sais pas comment ils réfléchissent et c'est super intéressant de parler avec eux mais en vrai, tant que j'ai pas vraiment ce pourcentage et si je vois que le pourcentage il est de 1% sur les gens qui font chier, bah, enfin, je vois pas si un label serait vraiment intéressant. Mais Oui. c'est toujours intéressant dans le sens où, au moins on n'a plus à parler aux gens et essayer de toujours prouver que voilà, on fait ci, on fait ça, on fait ci. Moi je veux un label, on n'en parle plus, les données sont safe, voilà. Est-ce qu'il y a des événements particuliers prévus? À part, évidemment, bah, tu me dis les 6 prochains mois, là, il va y avoir 5000 unités à produire. Donc ça, j'imagine que c'est déjà assez important. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager? Bah, ça va être assez speed, hein. Donc ça va être la production. Nous, on va devoir partir du coup en Chine pour faire cette production. Il va y avoir aussi la levée de fonds. Shenzhen. C'est là-bas que... Nous, c'est entre Hong Kong et Shenzhen. Ok. Ça dépend. Plusieurs trucs. Mais ouais, et on verra après ces 6 mois-là. Hein. Mais pour le moment, c'est très focus et ça commence déjà. Et voilà. Et aujourd'hui, ton investissement dans Circular versus ton investissement dans Hustle Paris. Hustle Paris, c'est quoi? C'est la petite boîte que t'as à côté qui vivote. Alors Hustle Paris, c'est sûr que c'est plus petit que Circular, mais en fait, je suis le genre de personne capable de faire mon shift de 9h à 20h pour Circular ou 21h et après de passer de 21h à minuit sur Hustle parce que je dois faire ça. Ok. Donc en fait, Hustle, je sais même pas comment qualifier ça. Oui, c'est plus petit, mais ça prend autant d'importance chez moi. D'accord. C'est quelque chose que je veux faire grossir aussi et c'est aussi quelque chose où je me retrouve énormément parce que dans Circular, c'est cool, on a passé 3 ans à faire ça, mais maintenant ça va être à peu près le même objet pendant 3 ans et on va juste travailler sur le software. Alors que Hustle, c'est de la créativité tout le temps, tu peux sortir des pièces quand tu veux, et t'as beaucoup plus de flexibilité et voilà, ça fait travailler la créativité et c'est aussi, je sais pas, plus challengeant je trouve. Parce que l'industrie textile est très, très, très compliquée. Très, très, très compliquée. Alors que l'hardware c'est aussi très compliqué, mais une fois que t'as réussi à faire ton truc, enfin, je sais pas comment expliquer. Non, je peux comprendre, d'accord. Le problème, c'est la conception et la mise en place des process de fabrication. Plus dur de se démarquer, en fait, dans le textile. D'accord. Que dans le hardware. Bah, surtout que là, vous avez un truc qui est unique, sur lequel vous avez pris pas mal d'avance, alors que, le textile, on pourrait dire les goûts et les couleurs. C'est ça. Ok. Pour en revenir un petit peu à Circular, juste, à quel point c'est dur de trouver un bon dev qui ne demande pas une fortune? Très dur. Très dur. Ouais, très dur. Ça, bon, les mecs sont les rois et tu te plies, tu trouves un bon gars, tu t'y tiens et tu payes ce qu'il demande à être payé parce que c'est... Au tout début, par exemple, la Jazza, nous, on le payait pas, donc notre CTO, mais il a tout de suite, on lui a donné des parts. Donc, presque un tiers de la société. Et du coup, c'est ce qui lui donnait confiance en nous, en fait. On n'était pas là en mode, ouais, t'inquiète, dans 2 ans de paye, ouais, t'inquiète. Puis, donc voilà, faut lâcher des parts. Et après, une fois que tu commences à avoir de l'argent, ouais, tu peux négocier un peu avec des développeurs, mais faut comprendre que sans eux, t'es rien, et enfin voilà. En vrai, ils ont le bon métier, on va dire. Hein. Ouais. Ils sont recherchés de partout. S'ils sont talentueux, bah, ils peuvent aller n'importe où, en vrai. Donc, voilà. Ok. Faut mettre le prix, faut les chouchouter. Bon, donc il y a toujours une petite pénurie à ce niveau-là, et les mecs ont encore de beaux jours devant eux. Ouais, mais surtout quand t'es une start-up, comment lui dire viens chez moi, il va pas chez Google, va pas chez Amazon, va pas chez... Bon, j'espère que vous avez installé un baby-foot, et à partir de là, tout est... Alors, baby-foot, on veut bien, mais faire attention au bruit aussi, ça peut très vite me saouler. Comme la table de ping-pong, en fait. Bon, un baby-foot silencieux, alors. Est-ce qu'il y a des messages particuliers que tu souhaiterais faire passer? Croyez en vos rêves. C'est ça. J'ai pas envie de partir en mode motivational speech. Mais non, mais après, si les gens ont des questions, ils peuvent me trouver sur LinkedIn, donc Laurent Psalis. Je mettrai tous les liens dans la description pour te trouver, suivre tes 2 aventures principales. S'il y a des gens qui veulent se lancer aussi sur quelque chose de physique, hein, du hardware ou autre, moi je veux bien échanger. Ok. S'il y a des gens qui sont déjà dans le hardware et qui ont des problématiques que moi aussi j'ai, je veux bien échanger. Et voilà, nous on est aussi dans l'entraide. Au début, on a pu démarrer grâce aux gens qui nous ont fait confiance. Et
Moi, je pense que l'entraide, même, en fait, même, je sais pas si tu connais Aeclis. Non. C'est des bagues qui font du paiement, des Corses, qui ont lancé ça. Et on est très dans l'entraide aussi, c'est-à-dire qu'on les connaît, on va leur parler, t'as fait ça comment, nous on a fait ça comment, et on pense que, de toute façon, même quand t'es concurrent direct, ou indirect, bon là c'est pas vraiment direct parce il fait du paiement, on fait de la santé, mais on fait des bagues, nous deux, donc c'est comment miniaturiser, voilà, un peu touchy, mais on est quand même en mode, plus il y a de bagues sur le marché, mieux c'est pour tout le monde en fait, et plus ta bague elle est stylée, et plus tu perces, Un plus gros plus gâteau. c'est mieux pour nous aussi, tu vois. Donc on est toujours dans l'entraide. Ah, ça c'est important comme message. Je crois que t'es le premier à me le dire, mais effectivement, insister sur la coopération, y compris entre concurrents apparents, Ouais. raisonner plus comme ça. Et non, ça c'est un... Parce que c'est toute l'industrie que tu portes, c'est pas que ton concurrent, c'est... Voilà. Merci beaucoup. Félicitations pour le chemin parcouru. Merci. Et bon courage pour les 6 mois qui viennent, qui vont Ouais. être assez cruciaux. Monsieur Lancelis, vous Merci avez été beaucoup. formidable.